Récemment, j'ai regardé un reportage de France 24 intitulé « Les sinistrés de Goma appellent à l'aide », dans lequel des familles ont affirmé manquer de nourriture, de logement depuis l'éruption du volcan. SLK News. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, journaliste et bienvenue sur SLK News. Récemment, j'ai regardé un reportage de France 24 intitulé « Les sinistrés de Goma appellent à l'aide », dans lequel des familles ont affirmé manquer de nourriture, de logement depuis l'éruption du volcan. Elles réclament par ailleurs l'aide du gouvernement. Les logements provisoires de l'État destinés à ces familles ne sont pas encore prêts. J'ai voulu en savoir plus sur la situation de ces familles sur place depuis l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier à Goma. J'ai donc contacté une association, mais aussi une photojournaliste basée à Goma, Arlette Bachizi, qui s'est rendue sur place pour visiter les familles et également faire un état des lieux. Elle va nous en dire plus. Bonsoir, je m'appelle Arlette Bachizi, je suis photographe, journaliste, je suis basée dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant comment c'est passé, comment est-ce que moi j'ai reçu la nouvelle de l'éruption du volcan Nyiragongo, je dirais que c'était vraiment stressant, parce déjà que c'est la première fois que moi je vois un volcan en éruption. C'était vraiment stressant. Déjà que je n'étais pas à la maison cette soirée-là, j'ai revenu juste un reportage avec un ami. Et juste quand on était dans le bus en train de rentrer à la maison, on a vu juste le ciel qui était en train de rougir. Après, il y avait beaucoup de rumeurs dans le bus. Il y a ceux qui disaient que c'était Nyamulagira qui était en éruption. D'autres disaient que c'était une station qui était en train de brûler. Il y avait beaucoup de confusion. Et après, moi, je me suis juste connectée. Je me suis connectée sur WhatsApp. J'ai vu beaucoup de notifications, beaucoup de messages. Les gens disaient que c'était Nyiragongo qui était en éruption. Après, je suis rentrée à la maison. Déjà dans le bus, on m'appelait à la maison. Moi aussi, j'essayais d'appeler pour demander ce qui s'est passé et tout. On n'a pas eu la possibilité de s'entendre parce qu'il y a beaucoup d'appels qui venaient comme ça. Et arrivée à la maison, j'ai trouvé que tout le monde était à la maison. Mes petites sœurs étaient vraiment stressées et ma mère aussi. Et mon père, lui, il était là genre, il n'y a rien, on reste là et tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de volcan et tout. Il n'y a jamais eu de volcan sans tremblement et tout. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Après, c'était à 20h30 que le gouverneur avait fait une annonce officielle pour confirmer que c'était le volcan Nyiragongo qui était en éruption. Néanmoins, là, il y a certaines personnes déjà qui voyaient de la lave venir. Je veux dire, ceux qui vivaient dans des villages et des cités qui sont juste au nord de Goma. Et ils ont commencé à évacuer leur domicile depuis 18h, je crois. C'était depuis 18h. Et descendaient déjà. Il y a ceux qui allaient à Sake, d'autres allaient au Rwanda. Il y avait vraiment de va-et-vient dans la ville. Tout le monde était paniqué. Et puis, chez moi à la maison, on n'avait pas aussi passé nuit à la maison le soir là. On s'était un peu déplacé pour aller dans un... on a passé nuit chez une amie, mais c'était dans une avenue, disons un quartier qui est pas très proche de là où venait la lave en fait, du centre-ville. C'était vers Mugunga, Kesher, je crois. On a passé la nuit là-bas et le lendemain nous sommes rentrés. La ville est restée comme ça. Personne ne savait ce qui... Heureusement, la lave s'était arrêtée la même nuit. Mais personne ne savait est-ce que ça allait encore recommencer et tout. Il y avait beaucoup de tremblements, mais on était quand même là. Après ces tremblements, il y a une soirée, on a demandé... Après, c'était le samedi. Le gouverneur a demandé aux gens d'évacuer la ville parce qu'il y avait beaucoup de tremblements. Il a dit que les volcans allaient encore entrer en éruption. Les gens alors ont quitté leur domicile pour aller vers Sake. Et moi et ma famille, nous sommes partis à Bukavu. Quelques jours après, nous sommes rentrés. Il y avait déjà des gens qui avaient perdu leur maison. Là où la lave était passée, ils ont perdu leur champ. Il y a des écoles aussi qui sont parties en fumée, les hôpitaux. En fait, tout était parti du côté là où la lave était passée. Alors ces gens, ils vivaient à Sake,
Après, le gouverneur a demandé, disons, le gouvernement a demandé à ce que les sinistrés rentrent ceux qui ont là où ils vont partir, je crois. Les gens sont rentrés à Goma sur ordre du gouvernement. Ils sont revenus sur Goma. Le gouvernement avait disponibilisé le transport pour le ramener. Arrivé à Goma, il y a un site, je crois, un site qui a été monté. Il y a ceux qui vivent dans des familles d'accueil jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui sont encore à Sake, je crois. Et puis, il y a ceux qui vivent dans des sites. Et parmi les sites que j'ai eu à visiter, il y a le site de Kayembe. Ce site-là a accueilli beaucoup de personnes, je crois. Et moi, j'étais là. Un des problèmes que j'ai vu là-bas, oui, les gens ils se plaignent de la nourriture, qu'ils n'en ont pas parce qu'ils ne travaillent pas, c'est normal. Parce que même si on doit les assister en nourriture, je crois aussi qu'il ne peut pas y avoir assez pour le nourrir. Déjà qu'on ne sait pas s'ils vont rentrer chez eux quand, c'est un peu compliqué. Donc, je crois l'une des solutions qui peuvent les aider, qui peuvent aider les gens, surtout ceux qui ont perdu leur maison, leur champ, c'est de leur donner un moyen qui va leur permettre d'être autonomes. Je m'explique. Si par exemple, il y a une maman qui vivait de l'agriculture, mais dont le champ est parti en fumée, elle ne peut pas aller travailler là-bas présentement parce qu'il y a encore beaucoup de pierres volcaniques. Ce qu'elle peut faire, le temps qu'elle est là au site, si elle trouve un capital, par exemple de don, c'est facile qu'elle puisse commencer un petit commerce juste là-bas et prendre sa famille en charge. Mais si on doit assister toujours la maman quand elle a faim, on donne la nourriture quand elle a faim, déjà que ça va pas peut-être être possible, mais aussi c'est mieux qu'elle puisse avoir une petite somme qu'elle va elle-même gérer. Ou carrément si ça peut être possible parce qu'il y a aussi le problème d'habitation, les maisons ne sont pas... C'est juste, ce sont des tentes en fait, ce sont des tentes qui ont été faites avec de bâches et tout. Maintenant il y a la pluie, il y a tout ce qu'il peut y avoir comme intempéries, et puis c'est pas que c'est une construction qui est vraiment durable et tout. Donc il y a aussi ces problèmes-là d'habitation. Donc oui, le sinistré se plaignent pour ce problème-là d'habitation. Et ce qu'ils réclament plus, c'est de rentrer chez eux. Ils veulent savoir c'est quand est-ce qu'on va leur permettre d'aller construire encore la maison. Parce qu'il y a même ceux qui disaient que même s'ils n'ont pas de matériaux, si seulement le gouvernement leur permet d'aller reconstruire encore la maison là où ils vivaient, ça peut les aider. Et aussi, comme j'ai dit, une des solutions qui pourra leur aider, c'est de les autonomiser. Il y a ceux qui faisaient, par exemple, la couture, mais la machine, peut-être ils ont perdu ça, ou ça s'est brûlé dans la maison. Il y avait peut-être ceux qui faisaient la menuiserie, ceux qui exerçaient autant de métiers, mais qui n'ont plus de matériel. Pour aider ces personnes, à long terme, je dirais, en attendant qu'ils aient des habitations, c'est de leur fournir le matériel plutôt de travail. Le matériel de travail, ça va plus les aider que de toujours les assister en termes de nourriture et tout. C'est ce que moi je pense. C'est ce que moi j'ai eu à comprendre quand j'étais là-bas, quand j'ai échangé avec eux. L'un des soucis majeurs qu'ils ont, c'est d'avoir un moyen où ils peuvent aussi avoir de l'argent comme ça. Ça va leur permettre de survivre là-bas en attendant qu'ils aient leur maison. Donc voilà. Et une des questions qu'ils n'ont pas cessé de demander, c'est quand est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? C'est quoi le plan? Comment est-ce que ça va se passer leur retour chez eux à la maison parce qu'ils veulent rentrer chez eux? Il y a ceux qui vivaient de l'enseignement, mais il y a les écoles qui sont parties en fumée, donc ils ne peuvent plus travailler. Il y a les enfants qui ont du mal à étudier. Il y a autant de problèmes dans ces sites. Et pour commencer, ce qui va aider les gens dans les sites de déplacer, c'est de leur trouver des moyens de les autonomiser. Merci Sephora, bye bye. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Arlette pour son témoignage. Merci également du coup à toutes ces personnes
qui ont pu également du coup être interviewés. Donc maintenant, le but est de tout simplement pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir les aider. Je reviendrai vers vous avec d'autres informations. Merci beaucoup. SLK News.